C'est bon. Nous sommes à Brazzaville, République du Congo, dans le cadre du colloque sur la réconciliation organisé par l'Université de Bouaké. Ici, en face de vous, vous avez le docteur Jusqu'à Kevin Desinga, épistémologue, maître assistant CAMES. Et à mes côtés, vous avez le docteur Michel Émile Monkessi, maître assistant au CAMES. Voilà, le thème de notre intervention est celui-ci, la réconciliation, une espèce de mythe décisif à l'africaine, avec comme sous-titre à l'école de l'histoire du christianisme naissant. Il faut imaginer Sisyphe heureux, disait Albert Camus à la fin de son essai Le mythe de Camus. Je dirais plus, et nous dirions plus aujourd'hui, il faut imaginer l'Afrique réconciliée. Comme vous le savez, l'Afrique est partout en état d'alerte. À dire vrai, au-delà de l'apparente accalmie et des vibrants appels et célébrations officielles des cérémonies de réconciliation, à travers de 13 officielles commissions pour la justice, vérité et réconciliation, la plupart des temps pour des calculs politiciens et mesquins, le feu couvre encore sous les yeux. La plupart des pays se trouvent aujourd'hui divisés entre le nord et le sud, entre l'est et l'ouest, entre la mouvance au pouvoir et l'opposition. Et les plus grandes divisions sont plutôt dans les cœurs, des cœurs meurtris, des cœurs avec des blessures intérieures. Comment réconcilier une Afrique en conflit, en guerre avec elle-même? Nous nous sommes donc inspirés de l'histoire des religions et notamment de l'histoire du christianisme récent, où après la mort de Jésus-Christ, eh bien, les premiers chrétiens, eux aussi, ont eu des problèmes, mais ils ont eu le courage et la grâce d'engager une démarche de réconciliation qui pourrait nous inspirer aujourd'hui, en Côte d'Ivoire et non seulement. Ainsi, nous allons mener une démarche en 4 moments, qui sont d'ailleurs nos 4 hypothèses de travail. Redécouvrir le vrai sens et le sens vrai du mot réconciliation. Puis, nous allons nous servir de 2 modèles historiques de réconciliation, notamment celui dont nous parle le 6e chapitre des Actes des Apôtres dans la Bible et le 15e chapitre où il est question du conflit d'abord entre les Juifs, les chrétiens d'origine juive et les chrétiens d'origine grecque, et ensuite où il est question d'un conflit sur la religion. On se dit, est-ce que pour être chrétien, forcément, faudrait-il commencer d'abord par être juif? Enfin, nous allons nous inspirer donc de l'esprit de ces résolutions et poser les jalons d'une culture de la réconciliation aujourd'hui et pour aujourd'hui. Ainsi, je passe la parole à mon collègue et ami Émile Michel Monkessi. Nous savons très bien que la réconciliation est une exigence précisément de la vie aujourd'hui. Et le thème réconciliation, comme l'a bien souligné mon collègue et ami, existe surtout en politique et en religion. Et il n'est pas souvent présent dans d'autres secteurs. Je cite les entrepreneurs font des affaires, qu'ils soient réconciliés ou non. Et les juristes, notamment, disent le droit conformément aux normes qui réglementent leur profession, et, etc. Et en politique, il peut être envisagé précisément à la suite des crises politiques pour trouver des stratégies de la sortie de conflits afin d'établir la paix. Et en religion, il est le signe d'un amour infini de Dieu permettant aux croyants d'être en harmonie avec lui et les hommes. Et cependant, nous posons une question fondamentale. Comment favoriser cette réconciliation? Cet esprit de coopération, de compréhension entre les hommes qui s'impose pour une Afrique nouvelle aujourd'hui. Et donc le but de cette interrogation est de problématiser notamment la notion de réconciliation afin d'apporter des modifications dans le fonctionnement des institutions politiques en Afrique. Car nous savons bien que la réconciliation est encore un mythe en Afrique. Une terre promise, nous savons très bien aujourd'hui, parce que les principes traditionnels par lesquels notamment la réconciliation existe ne sont pas opératoires dans les faits. Et l'intérêt d'une telle réflexion est de montrer dans une Afrique en crise que la réconciliation, un signe du bon voisinage, est une expérience politique ancienne et une exigence de la vie aujourd'hui. Et elle joue un rôle positif en favorisant l'apaisement des esprits
entre les principaux dirigeants politiques, parce que grâce à la réconciliation, on passe d'une vision à une autre, autrement dit, de la destruction à la construction, de la violence à la paix, de l'opposition à la coopération, etc. L'une des difficultés essentielles est que la paix et la réconciliation en Afrique ne semblent pas aller de pair aujourd'hui. Il nous paraît donc important et intéressant de souligner que la politique pose problème en Afrique parce que les éléments qui rendent possible cette réconciliation, cet apaisement, suscitent encore l'aversion des hommes politiques. Il faut donc ici montrer comment passer de la rivalité vers l'ancien ennemi à la volonté de coopération. Notre intervention se situe ici aussi sur deux axes, sur ce point. Et donc, le premier consiste à montrer que la réconciliation est une terre inconnue, comme le dit très bien le titre. Et le deuxième, elle est une identification de soi à l'autre. Et sur le plan méthodologique, la réflexion s'appuie sur l'épisode de Rousseau, et une illustration de ce que peut être un exemple éclairant de la réconciliation qui montre comment construire une communauté politique à travers la douleur partagée et non par des discours tels que nos hommes politiques contemporains s'illustrent. Alors, la réconciliation, une terre inconnue. Cher docteur Nkessi, qu'est-ce que vous en dites à ce propos? La réconciliation, comme j'ai dit tout à l'heure, cet hymne ancien est universel, sans doute, mais elle est encore une terre promise de l'humanité, parce qu'elle demeure encore une réalité marginale dans l'expérience politique et chrétienne. On n'a pas à l'inventer, parce qu'elle n'est pas une inconnue. Elle est encore une terre promise, mais nous n'y sommes pas encore entrés. On devra y entrer, mais c'est encore une terre inconnue, parce que les principes traditionnels, disais tout à l'heure, par lesquels la réconciliation existe, ne sont pas opérationnels dans les sociétés africaines. Nous entendons parler de la réconciliation, nous l'apercevons encore de loin, malheureusement, comme cette terre que nous avons tellement désirée et dans laquelle nous ne sommes pas encore entrés. Les plus grands obstacles pour y accéder ont pourtant été révélés. L'incapacité pour les dirigeants politiques ou non à l'ouverture d'esprit, à la transparence, l'incapacité à réconcilier les citoyens, même de certaines organisations, membres de certaines organisations politiques ou non, frères aînés avec le frère cadet d'une même famille, nous le constatons très bien aujourd'hui, d'une même équipe politique ou non, etc., lorsqu'ils veulent cohabiter ensemble. La réconciliation, nous disons que est une identification de soi à l'autre. Pourquoi nous disons qu'elle est une identification de soi à l'autre? C'est parce qu'elle exige deux partenaires. C'est cela qui la rend si difficile et si rare aujourd'hui en Afrique, notamment dans les équipes, dans les orchestres, dans les partis politiques. Parce que réconcilier, c'est devenir cet autre. Et il n'y a rien au monde de plus difficile que de devenir cet autre. Et l'essentiel n'est pas de pardonner aujourd'hui, parce que le pardon, comme nous l'entendons chaque jour en politique, peut être unilatéral. Et je peux, pour l'illustration, pardonner à quelqu'un sans lui-même, notamment sans pour autant qu'il soit là, mais je peux me réconcilier. Je ne peux pas me réconcilier sans lui. Et le drame que connaît notre siècle, et précisément notre Afrique en crise, est que nos institutions, notamment, s'accompagnent par un déclin des valeurs morales traditionnelles partagées par des croyants ou non-croyants. Et parce que le désir d'épuisement personnel, notamment l'obsession de l'individualisme, le désir de l'argent amassé rapidement, je dis bien rapidement, ont donc mis à mal la vie de la réconciliation en Afrique. Ceci laisse notre siècle perdre ses repères et s'écarter des valeurs traditionnelles sur lesquelles les valeurs traditionnelles sur lesquelles il conviendrait de redonner sa valeur sacrée. Pour une meilleure réconciliation, je pense, pour ma part,
L'homme doit donc porter toute l'histoire du passé et ne plus répéter les erreurs du passé, précisément. Je répète que cette réconciliation nécessite notamment de ne plus répéter les erreurs du passé, et c'est là une manière de s'ouvrir vers une promesse réciproque. Être solidaire au malheur du monde, tout faire pour se reconnaître. Et de cette reconnaissance découle précisément sur le plan politique l'encouragement aux coalitions politiques, précisément au dialogue avec l'autre, en politique tout comme en religion. Mais je disais que sur le plan religieux, on assiste plutôt à l'ouverture, à l'écuménisme aussi, etc. Et en reconnaissant les autres comme nos semblables, notamment, nous pouvons donc les considérer comme étant des frères. Et cette identification de soi à l'autre a été parfaitement décrite par Rousseau, notamment dans les Réveils du promeneur solitaire, à la fin de la 4e promenade, où Rousseau raconte un épisode de sa jeunesse avec son ami Plince, qui est une illustration de ce que peut être un exemple éclairant de la réconciliation. Aussi importe-t-il peu qu'il soit vrai, mais nous savons très bien que dans sa jeunesse, par exemple, Jean-Jacques Rousseau se querelle avec son camarade Plince. Son camarade Plince. Cet épisode est une illustration de ce que peut être, je dis tout à l'heure, un exemple éclairant de la réconciliation. Alors donc, il se querelle avec son camarade de jeu, Plince, et ils se battent. Et Plince lui abat précisément sur la tête un coup de mêle si bien appliqué qu'il tombe, et Jean-Jacques sur le sol sans reconnaissance. Il crut m'avoir tué, disait Jean-Jacques Rousseau au plus profond de lui. Il se précipite sur moi, m'embrasse, me serre étroitement au fond des larmes en poussant des cris perçants. Je l'embrassais aussi de toute ma force et pleurant comme lui, dans une émotion confuse qui n'était pas sans quelque douleur. Et la mère de Plince également arrive alors en larmes, et ses larmes et celles de son fils pénètrent mon cœur au point que longtemps je la regardais comme ma mère et mon fils comme mon frère, jusqu'à ce que ayant perdu l'un et l'autre la vue, je les oubliais peu à peu, dit Jean-Jacques Rousseau. Et cet épisode met en scène une communauté morale dans la douleur et crée une communauté morale de la douleur. Et au beau lieu d'une querelle, Plince, après avoir assommé Jean-Jacques, prend pitié de l'être qu'il a ainsi blessé. Mais inversement, nous nous rendons bien compte que on voit là comment de ce double rapport précisément qui se crée, il se crée une véritable communauté de sentiments, notamment communauté de sentiments dans la douleur. Et cette réconciliation est illustrée par le fait donc de reconnaître le même dans l'autre, et que Jean-Jacques considère son camarade et la mère de celui-ci comme son propre frère et sa propre mère. L'image parle d'elle-même, par la pitié. Je souffre notamment en l'autre et en me transportant dans l'autre et le reconnais comme mon semblable, mon frère. Et c'est là une capacité de sentir et de penser d'un point de vue, notamment de l'autre, et de voir par là le fondement aussi de la morale. Et cette capacité signifie que la médiation, précisément, l'ouverture à l'autre est le vrai fondement de la réconciliation, ce que doit être une véritable image de la réconciliation en Afrique. C'est donc au niveau de cette ouverture, notamment, que se joue la capacité d'une communauté, précisément, à faire converger son intelligence et connaissance pour avancer vers un but commun. Merci beaucoup, chers collègues et amis. Le mot réconciliation, on le sait, vient du latin reconciliatio. Ces termes révèlent au moins 3 acceptions. Se réconcilier signifie en premier lieu un nouveau rapprochement, l'action de se réconcilier avec ses adversaires, avec des gens fâchés entre eux après avoir été une fois liés. Elle permet ainsi le rétablissement de l'entente. Donc en premier lieu, la réconciliation permet le rétablissement de l'entente, et donc synonyme de paix. Elle s'entend aussi comme étant le rétablissement des liens conjugaux, dans le cadre matrimonial, entre époux en instance de divorce ou séparés de corps.
Elle renvoie enfin à la cérémonie solennelle par laquelle un pécheur public, dans le cas de l'histoire des religions, est pardonné et réadmis à la communion par l'Église, ou qui a pour objet de purifier un lien saint profané. Ceci étant, la réconciliation entendue comme rapprochement, entendue comme nouvelle entente, est-elle possible et plausible en Afrique, cher Michel? Ce mot a-t-il encore un sens chez nous ici en Afrique? En Afrique en général et au sud du Sahara en particulier, le rêve et la réalité, hein, le profane et le sacré, la mort et la vie, la nuit et le jour, le mensonge et la vérité, la guerre et la paix, la haine et l'amour, l'offense et le pardon, la discorde et l'union, le doute, la foi, le désespoir et l'espérance, et bref, et j'en passe. Le mythos et le logos se côtoient tout le temps et à tout moment. Et nous vivons dans une société aujourd'hui de divertissement. Hein, de divertissement. Et au nom de quoi? Justement, je me pose cette question. Un footballeur doit-il gagner plus qu'un enseignant, un chercheur, un médecin? Au nom du divertissement. Et la réconciliation, notamment, n'est-elle pas devenue une espèce de retour au même en Afrique? Au nom de cette complaisance, l'on se bat sans avoir pourquoi et pour qui. Voilà le problème. Donc, la réconciliation, qu'est-ce, mon cher, justement, je vous retourne la question, qu'est-ce, mon cher Kevin? Merci beaucoup pour approfondir un peu l'argument que vous venez d'énoncer. Pour les connaisseurs de la Bible, nous avons un livre qui s'appelle Les Actes des Apôtres du Nouveau Testament. Et au 6e chapitre, on nous parle d'un conflit d'ordre ethnique, linguistique et économique. Que se passe-t-il? Dans les Actes des Apôtres, après la mort et la résurrection de Jésus, eh bien, une communauté naît. Et tout de suite, cette communauté qui est née grandit dans la joie et dans l'harmonie. Mais à un certain moment, cette communauté se diversifie. Nous avons d'un côté des chrétiens d'origine juive et de l'autre côté des chrétiens d'origine hébraïque. Dans le partage de la ration quotidienne, dans le partage des biens de chaque jour, les femmes d'origine grecque vont se plaindre auprès des hommes grecs pour dire, eh bien, il y a des inégalités. Nous ne sommes pas bien servis, nous ne sommes pas mieux servis. Les femmes d'origine juive sont mieux servies que nous, femmes d'origine grecque. Là naît un conflit. Et le problème est posé aux apôtres. Que faut-il faire? La première démarche menée par les apôtres, et ça c'est intéressant, ça peut nous inspirer aujourd'hui en Afrique, dans une Afrique divisée par des conflits de tout genre, un conflit ethnique, conflit politique, conflit économique, conflit tribal, conflit ethnique. La première démarche que mènent les apôtres, c'est de convoquer une espèce d'assemblée générale. On pourrait parler aujourd'hui des États généraux. Convoquer une assemblée générale. Donc chaque fois que nous avons des conflits, toutes les fois que nous aurons des conflits, si nous voulons résoudre nos conflits, il faut commencer par convoquer tout le monde. Convoquer tout le monde signifie accorder la parole à tout le monde. Que chacun vide un peu son cœur. Que chacun vide ce qu'il a dans le cœur. Ils ont écouté les uns et les autres. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, après avoir écouté les chrétiens d'origine grecque et les chrétiens d'origine juive, eh bien, les apôtres sont prêts à faire des concessions. Il n'y a pas de réconciliation quand chacun s'accroche à ce qu'il considère comme étant sa petite vérité. Donc, après avoir initié le dialogue, eh bien, il faut être prêt à faire des concessions. Il faut être prêt à aller au compromis pour arriver à trouver une solution. Troisième étape, les apôtres posent clairement des critères, et cela sans équivoque. Ils se disent qu'ils vont continuer leur mission d'annoncer la bonne nouvelle, mais qu'on puisse choisir 7 hommes libres, sages, qui pourront désormais s'occuper du partage. Ça veut dire qu'ils ont reconnu le problème, ils convoquent l'assemblée, ils accordent la parole aux uns et aux autres et ils posent des critères clairs. Désormais, si le partage mal fait a été la cause de notre division, eh bien, on va demander à certaines personnes de bonne moralité pour pouvoir s'occuper du partage. Ainsi, le problème résolu, la paix peut revenir. Une solution idéale qui pourra nous aider aujourd'hui. Parce que dans la plupart de nos démarches de réconciliation,
Ce qui nous manque ici en Afrique, c'est la bonne volonté. Il n'y a pas la bonne volonté de faire avancer les choses. Chacun se comporte sur sa position. Chacun croit avoir raison. Chacun voudrait gagner. Ainsi, la réconciliation a une force subversive et elle peut nous aider à dépasser certains conflits pour bâtir une société plus juste, plus fraternelle et plus multiculturelle. Mon question. Merci, mon cher ami, d'avoir donné une réponse aussi exhaustive sur cette question et qui nous permet de conclure, puisque nous sommes au crépuscule du temps qui nous a été accordé. Alors je dirais qu'aujourd'hui, évoquer la réconciliation, précisément, c'est établir une relation de confiance, hein, une relation de confiance, non seulement entre les hommes, les citoyens de deux communautés, mais aussi entre diverses institutions étatiques. Et pour qu'il soit possible de parler de réconciliation, il semble donc important d'établir, au sens de Jürgen Habermas, les bases d'une coopération et d'une pacification politique capable de faire vivre la paix. Car la paix que nous recherchons en Afrique nécessite une véritable dynamique, une dynamique de réconciliation et de pardon réciproque. Ainsi, notamment montrer l'épisode de Rousseau que nous avions évoqué dans cette vidéo. Et donc, la réconciliation vise en particulier à refonder le lien social, à raccommoder le tissu social d'un État, d'une Afrique déchirée. En conclusion, nous disons que parler de réconciliation signifie implicitement reconnaître que les conflits entre les hommes existeront toujours. La possibilité de se blesser est toujours là. Tant qu'on partage une même communauté politique, linguistique, économique, éthique, culturelle. Mais l'offense n'aura pas la dernière parole. La blessure n'aura pas la dernière parole. D'où la nécessité de se mettre ensemble, à cœur ouvert, à bâton rompu, de se dire ce qu'on doit se dire, de reconnaître les faits, de se demander pardon et ainsi de recommencer une nouvelle histoire d'amour et de collaboration. Nous tenons à remercier les organisateurs de ce colloque pour la confiance à nous accorder. Nous tenons à remercier tous ceux qui participent à ce colloque. Espérons que ce ne soit pas une dernière occasion et que prochainement, nous aurons la possibilité, une fois passée la crise due au coronavirus, de nous revoir pour en parler davantage. Que Dieu vous bénisse. Merci et au revoir. Merci à tous et à chacun. Rouge.